La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec cette conférence de presse du ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, a fait le point aux médias de l'évaluation du Bénin sur les objectifs du développement durable ODD. Les explications du ministre interviennent à la fin des travaux du forum politique de haut niveau organisé par les Nations Unies à cet effet. Nous suivrons le compte-rendu de Clément Achadé dès le début de ce journal. Et puis, les cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts font le bilan à mi-parcours de leur plan de travail annuel à la date du 30 juin de l'année en cours. Les travaux permettront de mieux orienter les choses en vue d'impacter la politique de développement dévolue à ce département ministériel. La pandémie du coronavirus a visiblement bouleversé les performances de chaque unité administrative, nous dira Ali Moumoudi. En titre également, on parlera de la journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année à Koulekamen dans le département du Koufo. On a célébré l'événement autour des droits des femmes et du coronavirus. Nous irons rejoindre Geoffroy Vincent dans cette région pour nous en dire plus avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les travaux du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement durable ODD ont pris fin hier. Pour la troisième fois, le Bénin a participé à cette grande rencontre des États par visioconférence en raison du coronavirus. Au lendemain donc de ce rendez-vous annuel, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a fait le point de l'évaluation du Bénin aux professionnels des médias. La synthèse dans ce reportage signé Clément Achadé. Quelques jours après le lancement du forum politique de haut niveau sur les objectifs du développement durable, le ministre d'État chargé du plan et du développement fait face à la presse pour faire le point de la participation du Bénin à l'édition 2020 de ce forum des Nations Unies. Occasion pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane d'informer l'opinion sur les progrès enregistrés par le pays en termes des objectifs de développement durable. Des objectifs de développement durable qui nécessitent un grand investissement et pour lesquels le Bénin se positionne comme l'un des meilleurs élèves, a précisé le ministre d'État chargé du plan et du développement. Nous sommes aujourd'hui cités comme de bons élèves en matière de mise en œuvre des ODD, aussi bien par les Nations Unies, qui surveillent l'évolution des indicateurs dans ce domaine, que par plusieurs pays membres. C'est aussi à ce titre que le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays dont le coût de mise en œuvre des ODD a été estimé, 5 pays dans le monde. Nous savons aujourd'hui que pour assurer une bonne mise en œuvre des ODD au Bénin, il nous faut au total 74 milliards de dollars, c'est-à-dire que tous les ans, nous devons mettre de côté 41% de la richesse nationale produite dans notre pays pour investir dans les ODD. La pertinence et la crédibilité de l'action publique au Bénin ont été évaluées suivant les paradigmes les plus rigoureux de l'Organisation des Nations Unies. En citant le Bénin parmi les bons élèves, le pays aura en effet des retombées dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui produira à court, moyen et long terme une augmentation de la richesse nationale. Le constat que nous avons fait, c'est que à chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou sur lequel nous avons organisé notre première table ronde qui a eu beaucoup de succès. Citer aussi le programme des cantines scolaires sur lequel nous avons fait une table ronde qui a été largement souscrite. Et la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire et bien sûr toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès parce que justement il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. La participation du Bénin à l'édition 2020 du Forum politique des ODD est marquée par des messages présentés par le pays. Les 7 messages forts envoyés par le Bénin se résument au progrès dans les domaines des objectifs du développement durable,
aux bonnes pratiques de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et les résultats des réformes économiques opérées par le Bénin. Le ministre d'État a rassuré que le gouvernement du Bénin entend poursuivre dans cette dynamique pour garantir de bonnes conditions de vie aux citoyens et réduire considérablement la pauvreté. Voilà, il faut dire que le Bénin continue de faire des progrès sur le plan économique. Hier mercredi, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a publié la liste de son nouveau classement des pays riches. Le Bénin s'en sort deuxième après le Sénégal dans l'espace communautaire. Le ministre d'État chargé du plan et du développement est revenu sur ses prouesses au cours de sa sortie médiatique. On écoute à nouveau Abdoulaye Biotchane. Bonne nouvelle, cette fois-ci de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui dit que le Bénin, dans l'UEMOA, est le deuxième pays où la pauvreté est la moins élevée, après le Sénégal. C'est une bonne nouvelle, parce que ce que ça montre, c'est que les efforts du gouvernement en matière de croissance économique sont de plus en plus partagés par les populations. Si la croissance économique est mieux partagée, effectivement, il y a moins de pauvres que par le passé. Et c'est ce que cet indicateur, qui a été publié pas plus tard qu'hier, nous enseigne. Quand vous regardez l'évolution dans un certain nombre de secteurs, vous ne pouvez que vous dire, même si vous n'avez pas de chiffres, que forcément, il y a quelque chose qui se passe dans cette économie. Prenez la production cotonnière. Prenez la production agricole de façon générale. Nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, avec un peu plus de 850 000 tonnes. Mais il faut bien des populations pour cultiver ce coton-là. C'est pour les paysans producteurs, ça va être pour les années à venir, pour cette année déjà, près de 40 milliards de recettes qui vont être versées dans les mains de ces producteurs-là. C'est des dizaines de milliards qui vont être versés aussi aux transporteurs. C'est peut-être des dizaines de milliards qui seront versés aux banques aussi. Toutes ces sommes-là se traduisent aussi par des emplois qui sont générés et créés dans ce secteur-là. Le Bénin est de façon générale pour l'agriculture, et notamment l'agriculture vivrière, le deuxième pays dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine après la Côte d'Ivoire. Cela aussi se traduit par des revenus qui sont versés dans les mains des producteurs, mais aussi de tous les autres acteurs, de toutes les parties prenantes dans ces filières-là. L'anacarde, le soja, le karité, et bien sûr toutes les autres prestations qui sont liées à ces exportations, comme les transitaires, etc. Nous avons fait une étude l'année dernière sur les emplois. Je n'aime pas citer les chiffres parce qu'à chaque fois, cela entraîne des controverses. Tout simplement parce que nous avons des progrès là aussi importants qui montrent qu'il y a de plus en plus de création d'emplois dans notre pays. Mais là aussi, certains vous diront où sont ces emplois que personne ne voit. Tout simplement parce que lorsque vous avez, comme dans notre pays, nous avons à peu près entre 3 millions et 4 millions de personnes qui sont sous-employées. Quand vous créez même 1 million d'emplois, eh bien, vous n'avez fait que le quart du chemin. Voilà, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement sur des prouesses enregistrées par le Bénin dans l'espace communautaire UEMOA. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, depuis ce matin, on parle du point à mi-parcours de l'exécution du plan de travail annuel à la date du 30 juin 2020. Les cadres de ce département ministériel travaillent donc à l'effet de donner de nouvelles orientations à même de booster la performance attendue de l'ensemble des unités administratives. Les détails avec Ali Momoni et Henri Ganti. La COVID-19 n'est pas sans impact sur les performances de l'administration publique. La conséquence est bien visible et celle-ci est soulevée au cours de cette rencontre trimestrielle des cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour la revue du plan de travail annuel à la date du 30 juin
Le ministre Jean-Michel Abimbola a reconnu les efforts consentis par ses collaborateurs en cette période de crise sanitaire mondiale. Je vous recommande dès lors de procéder tout au long de cet atelier à un examen critique et objectif de la performance de chaque unité administrative, tout en tenant compte de l'impact de la COVID-19 sur certaines activités initialement programmées, examen à partir duquel des propositions appropriées de réajustement, réaménagement seront faites pour de meilleurs résultats en fin d'exercice. À la date du 30 juin 2020, le taux d'exécution financière hors ressources extérieures du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est de 48,85% base engagement et 44,25% base ordonnancement, contre un taux physique global de 30,56%. Ces taux, loin d'être satisfaisants, au vu des engagements pris ensemble dans cette même salle en début d'exercice, pourraient trouver des circonstances atténuantes dans le contexte sanitaire particulier actuel. C'est pour cela, je voudrais vous exhorter à ne pas baisser les bras et à travailler davantage. Nous venons de passer un semestre d'exécution du budget en double commande, SIG-FP et SIG-FIP. En attendant l'année 2021, où l'exécution du budget basculera exclusivement en mode programme, je voudrais me rassurer que chaque responsable de l'implémentation de cette importante réforme dans notre département ministériel s'y exerce activement afin de se l'approprier. Au cours des 2 jours de l'atelier, les participants suivront des communications sur le niveau de mise en œuvre des réformes qui relèvent de chaque sous-secteur. Ceci pour mieux les éclairer sur les ambitions du gouvernement pour le tourisme, la culture et les arts. Le Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général est en session ordinaire au titre de l'année 2020. D'importants dossiers seront examinés au cours des travaux et en prélude à la prochaine rentrée. Donc, plusieurs demandes de création et d'extension des établissements scolaires publics et privés font également partie de l'ordre du jour. Les précisions avec Idriss Boukari. Monsieur le secrétaire général. Alors que les examens de fin d'année se poursuivent, le Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général se penche sur la rentrée scolaire 2020-2021. En session ordinaire ce jeudi au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les membres du Conseil auront à examiner toutes les demandes de création, d'extension, de dédoublement, de changement de dénomination, de suppression de groupes pédagogiques et de transfert de sites des établissements publics et ou privés de l'enseignement secondaire général d'une part, et ceux de l'enseignement et la formation technique et professionnelle d'autre part. Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais vous rassurer que les conseillers ici présents sont imprégnés des problèmes inhérents à notre sous-secteur et mesurent l'enjeu des présentes assises au regard des déficits de personnel enseignant qualifié, d'infrastructures et surtout d'équipements. Je ne doute pas un seul instant de leur dévouement, détermination à assurer un succès éclatant à la présente assise. Le Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général est créé en 2013. Son rôle est d'assister le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans la création, l'ouverture et le développement des établissements publics et privés. Mesdames et messieurs, conscients du fait que la création ou l'extension d'établissements de l'enseignement secondaire général ou de l'enseignement et la formation technique et professionnelle requiert de nouveaux besoins à satisfaire, notamment le recrutement de nouveaux enseignants qualifiés, la construction de nouvelles infrastructures et la mise en place de nouveaux équipements répondant aux exigences de la technologie, je voudrais vous exhorter à travailler dans un souci d'équité, d'impartialité et dans le respect strict des normes en la matière. Je souhaite vivement que les résultats de vos travaux soient empreints d'une qualité irréprochable et d'une objectivité à ne pas mettre en défaut.
La session dure 48 heures et pour conduire les travaux, un présidium a été mis en place. Il est présidé par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. 5 points étaient à l'ordre du jour de la conférence administrative départementale CAD du Mono tenue hier mercredi à Lokossa. Pour cette 5e réunion de l'année, il a été question de la gestion de la crise liée au coronavirus dans le département. On parle également du volet sécuritaire dans la région et du point de l'exécution des crédits délégués au titre du 10e trimestre de l'année. Reportage Geoffroy Vincent et Florent Dou. Les directeurs et autres responsables déconcentrés de l'État en poste dans le département du Mono sont une nouvelle fois réunis dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Il s'agit de la 5e réunion de l'année de la conférence administrative départementale CAD du Mono. Présidée par le patron du département, elle a été consacrée à plusieurs sujets. Le directeur départemental de la santé a eu à faire par exemple le point de la gestion de la crise liée à la COVID-19 dans le Mono. À la date d'aujourd'hui, nous avons 31 cas positifs, 19 cas guéris. Pour le suivi des cas contacts, nous avons au moins 220 contacts que nous suivons. Il y a un seul décès à domicile. C'est les parents qui ont appelé et on a fait diagnostic post-mortem. L'enterrement digne et sécurisé avec toutes les précautions possibles. Au niveau de la population, nous avons des centres de tri et de dépistage dans toutes les communes aujourd'hui. Et au niveau des hôpitaux de zone, nous avons une équipe de surveillance hospitalière. Si quelqu'un va dans un centre de santé, il constate qu'il y a un petit problème, on le dépiste et on fait les prélèvements. Donc à ce jour, c'est ce que nous faisons. Et même les structures privées, ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire le dépistage. On a mis à disposition des kits. C'est gratuit. C'est gratuit. Concernant le même sujet, la police républicaine a fait savoir son rôle actuel dans la gestion de cette crise. Un rôle éducatif et de sensibilisation plus que de répression. Et depuis près de 3 mois, nos unités sont sur le terrain. On a mis des équipes de façon constante et permanente à Grand Popo et au niveau également de Guézin, à l'entrée du département du Mono. Et sur le reste du territoire, il y a des patrouilles qui ont pour objectif spécifique de sensibiliser et de procéder aux besoins à la coercition, à la répression. C'est un travail de tous les instants. Et on s'emploie de tous nos moyens pour essayer de discipliner la population, d'abord dans cette approche éducative, mais on est maintenant dans la passe d'aller à la coercition. Georges Aïtchedi, délégué régional Mono-Koufo de la direction générale du budget, a eu à présenter sa structure et les prestations qu'elle offre aux citoyens dans la région. Nous avons également échanger sur la consommation des crédits au niveau du département. Il faut dire que nous n'avons pas beaucoup évolué. Les services, les directions n'ont pas beaucoup consommé. Et cela est dû surtout à l'ouverture tardive du CIFIB au niveau du département du Mono. Nous avons commencé les engagements pratiquement au mois de mai. C'est ce qui a fait qu'actuellement, nous sommes à 45% des engagements et à moins de 30% pour le paiement. Bon, en divers, nous avons échangé également sur la décision prise par le gouvernement d'organiser la fête du 1er août de façon sobre. Donc, il n'y aura pas de défilé, mais nous allons faire seulement un dépôt de gerbes au monument, aux morts, et puis faire une petite revue de troupes. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin sera donc réduite au strict minimum. Une manière de se conformer à la décision gouvernementale qui tient compte de la crise sanitaire liée à la COVID-19. On reste toujours avec Geoffroy Vincent pour évoquer cette fois-ci la célébration de la Journée mondiale de la population édition 2020. L'événement intervient le 11 juillet de chaque année, mais dans les départements du Mono et du Koufo, c'est mardi dernier que les manifestations officielles ont eu lieu. La commune hôte a été celle de Koulekame dans le Koufo. Reportage. Le centre des jeunes et loisirs de Koulekame dans le département du Koufo était ce mardi aux couleurs des mesures barrières de protection contre la COVID-19. Et ceci à l'occasion de la célébration au plan régional
Mono-Koufo de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la population. Une célébration en différé orchestrée par la direction départementale du plan et du développement du Mono et du Koufo. En instituant cette journée, mesdames et messieurs, les Nations Unies ont voulu créer un creuset pour attirer l'attention du monde entier sur les problèmes de population et de développement. La Journée mondiale de la population est célébrée chaque année le 11 juillet. La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19 s'est sans surprise invitée aux manifestations à travers le thème retenu cette année, faire une pause dans COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles maintenant. La thématique choisie pour cette édition de la GMP permet de sensibiliser sur les vulnérabilités des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive pendant la pandémie. Une communication animée par Sylvie Gbagidi de la Direction départementale des affaires sociales a permis de mettre un accent particulier sur les gestes barrières. Chères sœurs, chères mamans, c'est le moment de faire une prise de conscience. Ce n'est pas de la fiction. La pandémie existe et ça tue. Nous sommes en train de vous sensibiliser. En le faisant, nous souhaitons vivement que vous soyez nos porte-parole. C'est vous qui allez maintenant dans les marchés. Vous devez passer le message. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le mal et soulager la population ont été aussi rappelées. Et notre gouvernement a déjà anticipé sur les lignes directrices qui ont été prises par les Nations Unies pour protéger les femmes et les filles. Je vais plus loin en disant que le 10 juin passé, le gouvernement a pris des mesures pour soutenir donc les couches vulnérables. En dehors des mesures que nous connaissons d'une manière générale, je crois que ça vient soulager la peine des populations. Les différents messages et communications ont également permis de faire de la sensibilisation sur la nécessité du dialogue au sein des foyers et la dénonciation des abus de toutes sortes. Mieux prévenir et gérer les risques et catastrophes au Bénin. L'Agence nationale de protection civile, ANPC, outille les maires pour plus d'efficacité dans les actions. Une formation a été organisée à cet effet avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Les échanges ont regroupé mardi dernier autour des organisateurs, élus locaux et communaux, ainsi que les points focaux membres des plateformes communales de réduction des risques et catastrophes dans la localité. Les détails sur cet atelier dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Comme le savons, aucune des 77 communes de notre pays n'est épargnée par une catastrophe dont la récurrence et la portée des dommages inquiètent non seulement les populations à la base, mais également les autorités au plus haut niveau. Les populations ne sont encore pas remises des conséquences des inondations de l'année passée. Et déjà, la pandémie, la Covid, est à nos portes. Il faut aussi faire remarquer que la plupart d'entre nous venons de commencer nos mandats. Voilà autant de raisons qui fondent l'organisation de cette séance de renforcement de capacité. Initiée par l'Agence nationale de protection civile, elle va permettre de fournir aux participants les outils nécessaires pour prévenir et gérer au mieux les risques et catastrophes dans leurs localités respectives. En organisant le présent atelier de formation, le gouvernement veut faire de la prévention et de la gestion des crises et catastrophes un pilier de développement conformément à son programme d'action. Mesdames et messieurs, je voudrais ici donc exprimer au nom de tous mes collègues préfets et à mon nom propre notre engagement à vous accompagner à mettre en œuvre tous les acquis de la présente formation pour le plus grand bien et bonheur de nos communautés vulnérables. Depuis quelques années, le Bénin est sujet d'une série de catastrophes dont les impacts sont de plus en plus désastreux.
Dans un contexte où l'effet conjugué des inondations, ajouté à la pandémie du Covid-19, pourrait considérablement aggraver la vulnérabilité des populations, il est important d'améliorer l'efficacité des actions de préparation et de prévention au niveau des communautés locales. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges et permettront à chacun de nous de jouer sa partition. En tant que leader de la thématique gestion des crises et catastrophes au sein du système des Nations Unies, le devoir du PAM est aussi de doter les acteurs d'outils et de connaissances nécessaires pouvant aider à prévenir les risques et les catastrophes. Les plateformes communales dont vous êtes les présidents de réduction des risques de catastrophes ne sont pas toujours fonctionnelles et les membres de ces plateformes ne comprennent pas toujours leurs rôles et responsabilités dans le cadre de la préparation, de la gestion et du relèvement post-catastrophe. Je reste persuadé que la présente formation améliorera votre niveau d'appropriation et d'opérationnalisation des outils de planification et des mécanismes mis en place pour renforcer la résilience des populations face aux catastrophes. Cette formation est le creuset choisi pour, entre autres, amener ces acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes à identifier les actions clés à mener dans chaque commune. L'atelier sera également organisé à l'endroit des élus de la partie septentrionale du pays. Le représentant résident du plan international bénin a échangé avec les acteurs départementaux et les maires de l'Atakora sur l'état de partenariat de plan international bénin. C'est à la faveur d'une séance tenue ce mercredi à la préfecture de Nati-Tengou. Les détails avec Régis Hippolyte Gossou. Cette rencontre initiée par Plan International Bénin à la préfecture de Nati-Tengou vise à prendre contact avec les nouveaux maires de l'Atakora et à évaluer le partenariat de Plan International Bénin avec les communes du département. Vous êtes nouvellement arrivé à ces fonctions. C'est l'occasion pour mon équipe et pour moi de faire vraiment, premièrement, votre connaissance personnelle, de vous présenter Plan dans son travail dans la région, mais aussi c'est de présenter le partenariat qui lie Plan avec les différentes mairies dont vous avez la charge. Plusieurs communications ont donc été données pour expliquer dans les détails à ces élus communaux les différentes actions de Plan International Bénin pour impacter les populations de l'Atakora. Une initiative appréciée par l'ensemble des maires et qui a permis à l'autorité départementale de se réjouir pour l'apport de Plan International Bénin dans l'Atakora. Monsieur le représentant résident, les différentes actions engagées ensemble ont fait cas d'école sur le plan national et les résultats enregistrés ont convaincu de la valeur ajoutée qu'apporte notre lutte commune aux communautés de l'Atakora. J'en trépigne de fierté car mon combat aux côtés du Plan International Bénin aura été mon plus bel espoir dans l'exercice de mes fonctions. La présente tournée de prise de contact avec les nouveaux maires nous rassure de la continuité de ces actions à fort impact socio-communautaire. Je prends l'engagement de veiller à la mise en œuvre diligente des accords signés avec les communes dans ces différents domaines. J'exhorte également les maires à constamment solliciter l'appui de leurs conseils communaux respectifs dans la mise en œuvre de ces actions. Pari gagné pour Plan International Bénin qui a obtenu des maires à cette rencontre des engagements à travailler pour les objectifs communs en faveur des populations. Les maires ont accordé une importance capitale à cette présentation au regard de leur participation et des questions qu'ils ont posées. Et ils ont pris aussi des engagements par rapport à nos attentes pour la nouvelle année qui commence pour Plan. À la fin de cette rencontre, Plan International Bénin a officiellement remis 196 dispositifs de lavage de mains à socle aux plateformes communales de réduction des risques de catastrophes des 9 mairies de l'Atakora. Ce don sera notamment destiné aux centres de santé, aux CPS, aux circonscriptions scolaires et autres services publics. Signé Régis Hippolyte Gossou et Abdou Sabé Idrissou. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.